Bonjour, cette séquence est la suite de celle où je me demandais de quoi sommes-nous faits. Si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas à aller la voir. On était parti d'un t-shirt avec la liste des ingrédients du corps humain et en fait, en tant qu'ingrédients, on avait les éléments du tableau périodique des éléments et on s'était rendu compte qu'il y avait 4 éléments, l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'azote, qui prenaient tellement de place, plus des 9/10 de ton corps, qu'on leur avait donné un nom particulier, ce sont les éléments organiques. On avait vu également que s'il y a beaucoup d'oxygène et d'hydrogène, bon ici on ne se rend pas bien compte qu'il y a beaucoup d'hydrogène, mais en fait en comptant les atomes, comme on l'avait fait dans cette séquence, on s'était rendu compte que c'était eux qui étaient les plus nombreux. Et donc s'il y avait beaucoup d'oxygène et d'hydrogène dans le corps, c'est surtout parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Plus de la moitié de ton corps est constitué d'eau, et donc forcément on va devoir s'occuper de l'eau pour voir pourquoi elle est si importante. On avait vu aussi que en plus de ces éléments organiques, il y a des éléments minéraux, les autres, qui sont là en petite quantité, mais on en a fort besoin, et si on n'en a pas assez, eh bien, le corps ne fonctionne pas correctement. Ce qui nous avait posé la question de ce qu'on mangeait, combien il fallait prendre de ces éléments pour vivre convenablement. Et ça nous mène tout naturellement au métabolisme. Le métabolisme, ça vient du grec, métabolé qui veut dire changement ou transformation, et c'est l'ensemble de toutes les réactions chimiques qui se déroulent au sein d'un être vivant et qui lui permettent de vivre, d'interagir avec son environnement, de réagir à des stimuli, de se reproduire finalement. Bon, et ce métabolisme, d'une part, il te permet par exemple de bouger, ce qui veut dire que tu vas dépenser de l'énergie. En gardant une température constante, tu vas aussi dépenser de l'énergie. Pour réfléchir, ça va aussi te coûter de l'énergie, donc l'énergie, clairement, est importante, mais on va sans arrêt également, en respirant, en transpirant, en allant à la toilette, évacuer des matières dégradées, mais donc il va falloir reconstituer. Et ça, donc on va devoir reconstituer d'une part le stock de matières premières, d'autre part le stock d'énergie. Et ça, j'imagine que tu te doutes comment ça se passe. C'est en mangeant qu'on va reconstituer ces éléments. Du coup, on peut quand même se dire quelque part que nous sommes ce que nous mangeons. Les éléments que nous allons manger vont devenir ce qui nous constitue. Or, voir ce qu'il y a dans ce qu'on mange, c'est pas trop compliqué, parce que les fabricants, par exemple, de produits industriels, comme cette confiture de fraises, sont tenus de mettre sur une étiquette tout ce qu'il y a dedans. Et pour simplifier les choses, on met ça généralement pour 100 grammes, comme ça on peut comparer tous les produits pour voir ce qu'ils ont dedans pour 100 grammes. On le met également parfois pour une portion, mais nous on va s'intéresser à ces quantités pour 100 grammes. Comme c'est indiqué en grammes, évidemment, on peut dire que c'est également le pourcentage. Si on a 62 grammes de glucides, ça veut dire qu'il y a 62% de glucides dans la confiture. Et donc, on va effectivement voir ici, d'une part, ce qu'il y a comme contenu énergétique, d'autre part, les différents types de matières qu'il y a dans cette confiture. Très peu de protéines, beaucoup, 60% donc de glucides, mais dans ces glucides, il y a une certaine partie qui est du sucre, 44 grammes, et puis après, quelques d'autres matières, dont il y a très peu, des lipides, dont une certaine partie sont des acides gras saturés, des fibres alimentaires, du sodium et l'équivalent en sel. Donc on donne des indications sur ce qu'il y a dans la confiture. Une question évidemment qu'on peut se poser, c'est de se dire qu'ici, il y a finalement 62 grammes de glucides. Bon, les 44 grammes ici, c'est des sucres, mais ce sont des glucides aussi, donc on ne peut pas les compter. Sinon, il n'y a pratiquement que des poussières. Il n'y a en gros que 62 grammes de glucides dans la confiture. Qu'est-ce qu'il y a, quels sont les 38 grammes restants, ou enfin 37? Eh bien, c'est évidemment de l'eau, parce que l'eau n'est pas indiquée sur cette étiquette. Autre exemple, les pâtes alimentaires, ici 100 grammes de tagliatelle, et on ne te donne pas la portion, la dose qu'on va manger, parce que c'est grosso modo 100 grammes.
Alors, on te donne également donc de l'énergie et on retrouve les mêmes catégories, protéines, glucides, lipides, les fibres alimentaires et également le sodium. Mais ici, on te donne en plus des indications sur le magnésium et le phosphore. Et ça, c'est intéressant parce que effectivement, on sait que ces éléments, on doit en consommer, et ici, on nous donne justement le pourcentage des apports journaliers recommandés. Donc, tu sais qu'en mangeant 100 grammes de pâtes, tu auras un certain pourcentage de ce dont tu as besoin tous les jours. Alors ici, je te fais remarquer qu'il y a à peu près la même quantité de glucides, mais par contre, il y a beaucoup moins de sucre. Donc, il y a autre chose que les sucres dans les glucides. Autre exemple ici, un steak haché, on voit qu'on a de nouveau les mêmes indications et on retrouve les mêmes catégories, d'une part l'énergie, d'autre part les matières grasses ou les glucides et les protéines, également le sel. Et on se doute bien que dans cette pâte à tartiner célèbre que j'ai floutée, pour ne pas avoir d'ennui, on va retrouver également énergie, glucides, lipides et protéines, plus quelques indications. Et donc toutes ces étiquettes se ressemblent très fort. On peut dire que dans les matières qu'on mange, il y a 3 grandes catégories de matières, glucides, lipides, qu'on appelle souvent matières grasses, et protéines. Alors, les glucides, on te dit qu'il y a une partie qui sont des sucres, autrement dit, les sucres sont des glucides, mais tous les glucides ne sont pas des sucres. Les lipides, on va te dire qu'il y a certains acides gras qui sont saturés. Pourquoi est-ce qu'on dit, on parle d'acides gras saturés? Parce que c'est pas très bon pour la santé, et donc on est content de savoir combien on en a. De même que les sucres, il faut pas en abuser. On te donne également d'autres indications, par exemple la quantité de sel, parce que de nouveau, le sel, il faut en avoir un peu, mais il n'en faut surtout pas trop, surtout quand on a trop de tension artérielle. Les fibres alimentaires, même chose, c'est très bon pour la digestion, mais certaines maladies font qu'on ne peut absolument pas en prendre, donc c'est intéressant d'en savoir, et on te donne des indications concernant certains éléments minéraux pour te dire que dans ce produit tu en auras, ainsi que des vitamines. On en parlera plus tard. Autre indication qui est donnée sur ces étiquettes, la quantité d'énergie que contiennent ces différents aliments. Alors oui, on a vu que l'énergie était nécessaire à notre fonctionnement, et donc c'est bon de savoir combien on en prend, d'autant que l'énergie qu'on consomme va fort dépendre du fait qu'on soit par exemple un sportif ou un travailleur de force. On va dans ce cas-là consommer beaucoup plus d'énergie et on va devoir donc adapter son alimentation. Évidemment, si on consomme trop d'énergie, on va avoir certains problèmes autres, comme par exemple d'être en surpoids. Et on peut dire que les fabricants sont très sympathiques parce qu'ils nous donnent généralement la quantité d'énergie en kilocalories et en kilojoules. Et ça, normalement, on ne devrait pas en avoir besoin parce que on est censé savoir qu'une kilocalorie, c'est 4,18 kilojoules. Mais bon, c'est bien sympa parce que du coup, si on a un régime qui est indiqué en kilocalories plutôt qu'en kilojoules, eh bien, on n'aura pas à se casser la tête et on va sortir une calculette pour trouver la quantité d'énergie dans la bonne unité. Et aussi, si on a oublié ce fameux facteur de conversion entre kilocalories et kilojoules, c'est très facile, on prend une étiquette au hasard et on divise le nombre de kilocalories par le nombre de kilojoules et on va obtenir normalement ce facteur 4,18. Sauf que parfois, ce n'est pas toujours bien calculé. Une autre chose pour laquelle je voulais attirer ton attention sur ces étiquettes de produits alimentaires, c'est qu'elles nous montrent que la matière qu'on mange, donc la matière qui nous constitue, comme on l'a dit, peut être classée en 3 grands types de matières: les glucides, les lipides ou matières grasses, et les protéines. Alors pour voir d'où tout ça vient, on va faire un petit peu d'histoire et je voudrais te rappeler William Prout, qui vivait donc au début du 19e siècle, on va dire, et qui était médecin, mais qui s'intéressait énormément à la chimie. Alors il a entre autres trouvé que que dans notre estomac, il y a de l'acide chlorhydrique, HCl,
exactement le même acide chlorhydrique qu'il y a dans les laboratoires. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est qu'il s'est intéressé aux corps organisés. Ce qu'il appelle les corps organisés et que nous, on dira les êtres vivants. Et il s'est intéressé à ces corps organisés en tant que composés chimiques. Et il va découvrir des choses qu'on a déjà vues, que dans ces corps organisés, dans ces êtres vivants, il y a des éléments qu'il appelle ultimes ou essentiels, qui sont l'hydrogène, le carbone, l'oxygène et l'azote. Ben tiens. Qu'il y a d'autres éléments qu'il appelle des éléments accidentels, entre autres soufre, phosphore, chlore, fluor, fer, etc. Ces éléments qui sont là en petite quantité, mais dont on a bien besoin, c'est lui qui va attirer notre attention là-dessus, on n'en parlait pas avant, et il va surtout dire que ces éléments ultimes, avec éventuellement des éléments accidentels, vont former ce qu'il appelle des éléments immédiats ou proches. Et il va les classer en 3 classes, le sucre, l'huile ou la graisse, et l'albumène. Alors le sucre, on va dire qu'il n'y a pas que du sucre, que l'amidon qu'on trouve dans la farine, ça y ressemble très très fort, en tout cas du point de vue chimique. L'huile, c'est toutes les matières oléagineuses qui également se ressemblent très fort du point de vue chimique. Et l'albumène, pour lui, c'est essentiellement le blanc d'œuf, mais il va se rendre compte qu'il y a des tas d'autres matières qui ont le même genre de propriétés, ou quand on les brûle, on obtient le même genre de résidus, différents des huiles et des sucres. Cet albumène, pour nous, c'est les protéines. On sait que l'albumine qui est dans le blanc d'œuf est une protéine. Donc il classe, lui aussi, la matière qui constitue donc les éléments immédiats ou proches dans les êtres vivants en 3 grandes classes d'éléments. Les sucres ou amidons, l'huile et les protéines finalement. Il va dire aussi que le lait est un aliment extrêmement bien conçu. C'est un aliment qui est fait pour nourrir des bébés. Bon, ici c'est plutôt du lait de vache, donc ce serait plutôt des veaux que des bébés humains. Mais enfin, dans le lait, il trouve tout ce qu'il faut pour nourrir quelqu'un, et donc en particulier un bébé. Il trouve que les 3 types de matières, donc le sucre, en l'occurrence du lactose, la graisse et les protéines, dans des proportions quasi équivalentes, donc il y a un peu de tout ce qu'il faut pour nourrir un nourrisson. Il y a également des sels minéraux qui, comme il l'a dit, sont très importants, et beaucoup d'eau, parce que tu sais qu'on a besoin de beaucoup d'eau, et donc il va dire que ce lait est vraiment particulièrement bien conçu pour ce qu'il doit faire. Bon, il faut quand même que je te dise que le livre dans lequel il écrit tout ça fait partie d'une série de traités parus à peu près en 1830 pour démontrer la théologie naturelle. Et la théologie naturelle, qu'est-ce que c'est? C'est prouver l'existence de Dieu sans avoir besoin des Écritures, en quelque sorte. En fait, quand on se rend compte que la nature est si bien faite, on ne peut que se dire qu'elle a été conçue par un créateur très très intelligent. Je te laisse croire ce que tu veux à ce sujet naturellement. Il va aller d'ailleurs un peu plus loin, il va dire que nous, les humains, nous avons également ce même genre de génie créatif avec l'alimentation, vu que quand on va faire une bonne recette, par exemple, ce gâteau qu'on appelle un 4 quarts, constitué du même poids de beurre, de sucre et de farine, et on y retrouve également les 3 matières principales, les protéines, les lipides et les glucides. Et donc maintenant, c'est tout à fait naturel de classer les matières qu'on mange, en tout cas dans ces 3 grands types de matières, glucides, lipides et protéines. Et quand je dis qu'on classe les matières qu'on mange en 3 catégories, ce sont bien évidemment aussi les matières qui nous constituent. Les glucides, ça vient du grec, glucus, qui veut dire doux, sucré, et on les appelle souvent également les hydrates de carbone, on verra pourquoi plus tard. C'est par exemple le sucre, mais pas que. Il y a également beaucoup de glucides dans la farine. L'amidon, c'est un glucide.
Et généralement, on mange ces glucides pour avoir de l'énergie. Il y a d'autres glucides, comme par exemple ici, la cellulose qui constitue l'herbe ou les arbres, par exemple, enfin une bonne partie des arbres. Et malheureusement, cette cellulose, on ne peut pas la digérer. Les vaches le peuvent très bien. Par contre, donc en fonction du type d'être vivant que tu vas pouvoir assimiler ou non certaines de ces matières. Les lipides, ben, ça vient également du grec. Lipos, la graisse. On appelle aussi les matières grasses. Et bon, ben, ce sont tous les types huile, beurre, crème, etc. Qu'on consomme également comme source d'énergie, mais on verra que ces lipides ne servent pas qu'à fournir de l'énergie, parce que je te rappelle que ici les phospholipides, ben, tu entends bien qu'il s'agit d'une classe de lipides. Ces phospholipides sont la matière première, on va dire, pour fabriquer des membranes biologiques, dont c'est très utile également comme élément de structure. Les protides, on les appelle souvent également les protéines, et ça vient du grec de nouveau, protos, qui veut dire premier, essentiel, probablement parce que quand on leur a donné ce nom, on se rendait déjà compte que les protéines étaient vraiment des éléments tout à fait essentiels pour les êtres vivants. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec les protéines, c'est qu'on les trouve sous des tas de formes très très différentes, comme on va le voir. Et c'est probablement pour ça que quand on m'a parlé des protéines, on m'a dit que leur nom venait du grec proté, qui peut changer à volonté sa forme. Et comme l'adjectif protéiforme, ça veut dire qu'il y a plusieurs formes possibles. Mais cette hypothèse sur l'origine du nom des protéines n'est pas très très réaliste, parce que quand on leur a donné le nom de protéines, on ne savait pas que tous ces différents éléments étaient des protéines. Donc on l'a su bien plus tard, au milieu du XXe siècle, que ces protéines étaient si variées. Alors, quand je dis si variées, ben ici tu vois par exemple des cheveux, parce que les cheveux sont constitués principalement par une protéine qu'on appelle la kératine. La kératine qui sont des longues chaînes et qui vont donner donc aux cheveux sa forme, sa structure. Donc les protéines ont éventuellement un rôle structurel. Ici, ben dans les muscles, il y a beaucoup de protéines, hein, on l'avait vu dans l'étiquette du steak haché. Et effectivement, on pourrait dire aussi qu'il s'agit de la structure, mais il s'agit de beaucoup plus que ça, parce que dans les muscles, ben, il y a du mouvement. Donc les protéines sont capables de mouvement. Et un exemple de cette possibilité de produire du mouvement avec une molécule chimique, c'est le flagelle de la bactérie est constitué par une protéine qu'on appelle la flagelline, qui tourne sur elle-même et qui fait avancer la bactérie. Alors évidemment, tu t'imagines bien que pour tourner sur elle-même comme la flagelline, ou pour se rétrécir comme dans les protéines qui forment les muscles, ben, il va falloir dépenser de l'énergie. Donc, effectivement, les protéines peuvent avoir éventuellement besoin d'énergie pour fonctionner. Autre exemple de protéine, on avait vu ça dans la capsule précédente, l'hémoglobine, qui est une protéine de transport. Elle va transporter l'oxygène depuis tes poumons où elle est absorbée jusqu'aux organes qui en ont besoin. Autre exemple de protéine, ici c'est l'insuline. Et l'insuline est une protéine de signalisation. Elle va signaler à ton organisme, aux autres cellules, qu'il n'y a pas assez ou trop de sucre et que donc il faut arrêter d'en produire ou en consommer. Si on a des problèmes avec l'insuline, on a une maladie qui s'appelle le diabète, où le contrôle du sucre dans le sang n'est pas bien effectué et effectivement ça peut poser des problèmes. Bon, il y a encore des tas d'autres exemples de protéines, il y en a des milliers dans chaque cellule, des milliers différentes. Et là, ici, je voudrais te donner un dernier exemple. On verra d'ailleurs que c'est un exemple qui est pas très bien choisi. Ici, je te montre une affiche de publicité sur les enzymes gloutons. Alors, bon, une enzyme, c'est une protéine également qu'on peut quelque part considérer comme une micro-machine. Ici, tu vois une protéine qu'on appelle l'hélicase, et l'hélicase, c'est un tout début d'explication pour comprendre la duplication de l'ADN. Alors je t'avais dit dans la séquence sur l'ADN que pour dupliquer l'ADN c'était facile, il suffisait d'écarter les deux brins et puis venir coller des nucléotides. Ben, on ne fait pas ça avec une pince à épiler, évidemment, c'est beaucoup trop petit et puis ça a lieu dans chaque cellule, donc tu imagines bien que ça doit se passer autrement. Eh bien,
tout début d'explication, l'hélicase permet par exemple de séparer les deux brins d'ADN. Elle va se coller au début de la chaîne d'ADN et puis elle va se mettre à avancer le long de cette chaîne en coupant les liaisons hydrogènes. Et donc tu imagines bien que pour avancer, pour couper les liaisons hydrogènes, il va lui falloir également de l'énergie. Donc les enzymes, je les appelle des micro-machines, mais en fait ce sont des catalyseurs de réaction. C'est-à-dire qu'elles permettent aux réactions d'aller plus vite. Et quand je dis plus vite, ça peut aller jusqu'à 1 million de fois plus vite. Une réaction qui ne se passerait pas ou très très lentement va se produire à une vitesse convenable. Donc comme ce sont des catalyseurs, ils peuvent accélérer des vitesses de réaction, mais ils ne peuvent pas faire la réaction s'il n'y a pas l'énergie qu'il faut. Parfois également, elles nécessiteront la consommation d'énergie pour fonctionner. Bon, et je te parlais des enzymes gloutons parce qu'effectivement, quand on a commencé à les comprendre, à les étudier, on s'est rendu compte que certaines enzymes pouvaient casser des chaînes de protéines. Alors imagine maintenant que tu aies une tache de sang ou d'œuf sur un vêtement, mais si tu pouvais casser cette protéine facilement avec, par exemple, des enzymes qui cassent les chaînes de protéines, il suffirait d'ajouter ces enzymes dans ta lessive pour que ça lave beaucoup mieux. Et c'est ce que les fabricants de lessive ont fait, et les publicitaires ont pensé à ce concept de petites enzymes gloutons qui venaient dévorer les taches. Tu vois ici le menu qu'ils vont manger, taches de jaune, d'œuf, taches de sang, etc., etc. C'était un peu raté parce que les ménagères ont eu très peur que les enzymes dévorent uniquement, non seulement les taches, mais également leurs vêtements. Puisqu'on est dans l'alimentation, je peux difficilement éviter de te parler des vitamines. Les vitamines, elles sont parfois indiquées sur les étiquettes alimentaires. Et les vitamines, ce sont, comme tu le vois, des molécules organiques. Ici, c'est la vitamine C, qu'on appelle aussi l'acide L-ascorbique, parce qu'il permettait aux marins d'éviter d'attraper le scorbut. Oui, la vitamine C, on la trouve par exemple dans les agrumes, dans les oranges, dans les citrons. Et donc le fait de manger des oranges ou des citrons permettait aux marins qui voyageaient très longtemps d'éviter d'attraper le scorbut. Et donc ces vitamines, pourquoi est-ce qu'il faut absolument en prendre dans son alimentation? Parce que le corps n'est pas capable de les fabriquer. Et donc il faut en manger effectivement, mais on ne va pas dire que c'est une des grandes classes de produits qui constituent notre corps. Par contre, il y a une autre catégorie de produits qu'on trouve dans notre corps et qui n'est pas sur les étiquettes alimentaires. Il s'agit de ce qu'on appelle les acides nucléiques. On en a déjà parlé en parlant de l'ADN. L'ADN est un acide nucléique. Effectivement, il y a des acides nucléiques dans notre corps qui sont très utiles, comme on le verra. Et on verra qu'il n'y a pas que l'ADN d'ailleurs. Et d'ailleurs, tu risques d'avoir quelques surprises quand on en parlera. Alors pour terminer, évidemment, je me suis posé la question, au fond, qu'est-ce qu'il y aurait sur une étiquette qu'on trouverait sur un humain au rayon viande du supermarché? Et là, ce sont des chiffres de la FAO, donc de l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe de l'agriculture et de l'alimentation. Et on voit que pour 100 grammes, on aurait à peu près 63 grammes d'eau, comme on a vu. Ah tiens, ce n'est pas dans les étiquettes alimentaires, mais c'est pas grave. 17 grammes de protéines, 12 grammes de lipides, 7 grammes de sels minéraux et 1 gramme de glucides. Et oui, on voit que les sels minéraux sont plus importants chez un animal comme nous que les glucides. Évidemment, dans les plantes, ce sera tout à fait différent. Ce chiffre ici est amusant quelque part parce que il vient d'un article dont j'ai la référence ici. Un chercheur qui s'est demandé, l'année passée d'ailleurs, combien il y avait de contenu énergétique dans un être humain. La question étant, est-ce que les hommes préhistoriques avaient intérêt à être cannibales? Bon, et il s'est rendu compte que il valait mieux manger un mammouth ou une vache, etc. Mais ça a été fait de manière très compliquée à partir d'autres recherches qui avaient analysé les différents constituants des différents organes de plusieurs cadavres de gens qui avaient laissé leur corps à la science. Et en fait, il y a moyen d'y arriver, enfin d'arriver en tout cas à des résultats proches de façon beaucoup plus simple. On sait que
Dans une protéine, il y a plus ou moins 4 kcal par gramme, dans un lipide, plus ou moins 9, et dans les glucides, plus ou moins 4. Si on fait les calculs en multipliant par le nombre de grammes, évidemment, on obtient ici les kilocalories qu'on va trouver en fonction des différents types de matières qu'il y a dans un humain, et on va trouver qu'il y a grosso modo 180 kilocalories par 100 grammes. En gros, c'est comme dans le steak haché. Voilà, c'est ici que se termine cette séquence. On sait maintenant que dans nos éléments, dans nos petites briques de base, il y en a 4 qui sont très importants pour fabriquer les êtres vivants. C'est l'hydrogène, le carbone, l'oxygène et l'azote. Et le carbone tout particulièrement parce qu'il peut faire des tas de liaisons et donc des molécules très complexes. On a fait notre petit panier pique-nique. On sait que dans ce panier pique-nique, il y aura des glucides, par exemple, beaucoup dans le riz, des protéines dans la viande. On a parlé également des acides nucléiques qu'on sait qu'ils sont présents dans notre corps et qu'on devra en parler également. Et surtout, oui, on ne doit pas oublier de parler de l'eau qui constitue plus de la moitié de ton corps. Et oui, comme on est dans les Lego, je n'ai pas pu te résister à te montrer cette jolie vague animée. C'est du boulot. Voilà, merci pour ton attention et à bientôt.